Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des symétries de l'espace-temps et voir la différence toute naturelle entre le groupe de Galilée et le groupe de Poincaré. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui traitent les concepts et les fondements de la science moderne. Dans la vulgarisation scientifique, chaque fois que ce type de sujet est abordé, la chose est faite avec un esprit et un langage très mature. Moi, de ma part, je vais essayer de faire tout simple. Allons-y. Emmy Noether est une mathématicienne allemande, spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique, considérée par Albert Einstein comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. En physique, le théorème de Noether explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation et il est considéré comme aussi important que la théorie de la relativité. Le théorème de Noether exprime l'équivalence qui existe entre les lois de conservation et l'invariance du Lagrangien d'un système par certaines transformations de coordonnées, qui sont appelées symétries. Démontré en 1915 et publié en 1918 par Emmy Noether, ce théorème fut qualifié par Albert Einstein de monument de la pensée mathématique dans une lettre envoyée à David Hilbert. Alors, pour que les choses soient très claires, je vais rappeler des choses déjà vues au niveau du collège au sujet des droites. La droite en bleu représente une application linéaire y égale ax. Autrement dit, y égale a multiplié par x, la coordonnée. Donc pour x égale 0, on a y égale 0. C'est-à-dire que la droite passe par l'origine du repère. C'est ça la linéarité au sens mathématique. Alors que les droites en rouge représentent des applications dites affines. Elles ne passent pas par l'origine. Pour x égale 0, on a y égale b. C'est-à-dire que pour ramener ce point à l'origine, on doit faire une translation de moins b. Alors gardons ceci bien en mémoire. Maintenant, supposons deux grandeurs linéaires. X se transformant en AX, où A est une constante, et Y en BY, où B est une constante. Nous pouvons écrire ceci sous la forme suivante, en disant que à X, on associe A X plus 0Y, et à Y, on associe 0X plus BY. En tenant compte des changements liés au phénomène de ces deux grandeurs, nous pouvons écrire sous la forme d'un couple en colonne ces deux grandeurs x et y auxquelles nous allons associer un produit pour exprimer la linéarité au sens mathématique, donc un produit de ce tableau carré d'ordre 2 fois 2 par notre couple colonne. En multipliant la première ligne en rouge par le couple colonne, on obtient l'expression de x. Et en multipliant la deuxième ligne en bleu par le couple colonne, on obtient y. Maintenant, si l'une des deux grandeurs x ou y n'est pas linéaire, ou toutes les deux d'ailleurs, et en même temps ne sont pas linéaires, alors il ne serait pas possible d'exprimer, comme dans le cas de la linéarité des grandeurs, le changement des deux grandeurs sous forme d'une multiplication d'un tableau avec notre couple colonne. Pour cela, nous allons utiliser une astuce qui consiste à considérer comme si nous avons une troisième grandeur qui est tout le temps constante. Nous allons donc renvoyer 1 sur 1. Et de cette manière, nous allons retenir que le 1 qui se trouve au croisement de la troisième colonne avec la troisième ligne est dû à la non-linéarité du système. Notion de groupe. Alors pour la notion de groupe, nous allons réserver toute une vidéo, mais je tiens absolument à rappeler les axiomes d'un groupe. Alors tout d'abord, une opération de symétrie. Une opération de symétrie, c'est toute opération qui laisse notre système invariant. Autrement dit,
Si je considère cette molécule triatomique avec un atome rouge, deux atomes bleus, comme étant mon système, toute opération, on appelle opération de symétrie, toute opération, la faire tourner autour d'un axe, une translation dans le temps, dans l'espace, une image dans un miroir, etc., et qui va laisser notre molécule identique à elle-même. Donc, et je peux bien sûr composer, je peux faire une translation, l'image dans un miroir, rotation, donc c'est ce qu'on appelle la composition. Le fait de ne rien faire, si je laisse la molécule telle qu'elle est, sans rien faire, c'est en soi est une opération de symétrie. C'est ce que nous appelons l'identité. Bien sûr, quand je fais une opération, logiquement, je peux faire l'opération dans le sens inverse. Donc, toute opération de symétrie, il est inversible. Bien sûr, si la composition, c'est-à-dire deux opérations d'affilée l'une après l'autre, s'ils donnent le même résultat si je commence par celle-ci puis celle-là, ou si je commence par celle-là puis celle-ci, dans ce cas-là, on va dire qu'il s'agit d'une composition commutative et que le groupe est abélien. Mais ça, ce n'est pas une axiome. Ce qui est intéressant, c'est que cette composition des opérations de symétrie laisse toujours le système identique à lui-même, que toute opération doit être inversée, qu'il existe une opération qui constitue l'élément d'autre, comme je viens de l'expliquer, c'est le fait de ne rien faire. Et puis il y a un troisième axiome, c'est l'associativité, le fait de composer A, puis B, puis C. C'est comme si vous faites la composition de B et de C tout seul, et le résultat, vous le composez avec A. Bref, avec les opérations de symétrie, on a bel et bien les axiomes d'un groupe qui sont respectés. Pardon. Alors maintenant, l'opération translation du temps. C'est quoi la translation du temps? Eh bien, cette symétrie exprime tout simplement le fait de dire que si je fais une expérience maintenant, demain, dans un mois, voire un siècle, le résultat est le même. Le résultat de l'expérience est le même. Autrement dit, dans l'espace, en tant qu'un contenant, si je suis quelque part, je n'ai aucun moyen pour savoir le temps. Tous les instants se ressemblent et sont identiques. Et la grandeur qui se conserve, qui est associée à cette translation du temps, à cette symétrie, est bien l'énergie. Translation de l'espace, c'est quoi? Eh bien, cette symétrie exprime le fait de dire que si je fais une expérience ici ou ailleurs dans l'espace, je vais obtenir les mêmes résultats. Autrement dit, dans l'espace, si on est quelque part, on n'a aucun moyen pour savoir où on est. Et je parle là de l'espace en tant qu'un contenant, débarrassé du contenu. Et la conservation associée à ça est la conservation de la quantité de mouvement. Et donc, faire une expérience ici ou là-bas est la même chose et on aura le même résultat. Et en tenant compte des deux transitions du temps et de l'espace, faire une expérience maintenant ou demain, ici ou là-bas, est la même chose. Il reste la troisième opération de symétrie qui est la rotation spatiale. La symétrie par rotation spatiale correspond à dire qu'il n'y a pas d'axe privilégié dans l'espace. Faire une expérience dans un sens ou dans un autre
on obtient les mêmes résultats. Et la conservation associée à ça est la conservation du moment cinétique. En tenant compte de ces trois symétries en même temps, on peut dire faire une expérience ici ou là-bas, aujourd'hui ou demain, vers ici ou vers là-bas, donne les mêmes résultats. Maintenant, une toute petite place pour le formalisme. Alors, comment écrire toutes ces transformations, ou si vous voulez, comment exprimer ces symétries? Pour la symétrie du temps, on va se donner des coordonnées. Et en se donnant donc une origine du temps, si on change cette origine par translation d'une quantité grand T, alors tout simplement, un instant petit t quelconque deviendrait petit t plus grand T. Et donc, les résultats des phénomènes resteront les mêmes suite à ce changement. Pour la symétrie de l'espace, c'est la même chose, c'est-à-dire en se donnant une origine de l'espace, si on fait une translation spatiale d'un vecteur grand X de cette origine, alors tout vecteur de l'espace petit x deviendrait petit x plus grand X. Pour la rotation ou la symétrie rotation spatiale, une rotation, il fait tourner les axes du référentiel et donc elle agit sur tout vecteur espace x en changeant ses coordonnées et on va écrire ça sous la forme x devient Rx où R est une matrice ou un grand tableau. Maintenant, rappelons-nous de ce que nous avons dit au sujet d'un groupe et la composition de ces opérations de symétrie. Si je fais une opération de symétrie suivie d'une autre, le résultat doit être l'équivalent de l'effet d'une opération de symétrie du groupe. Et cet effet doit laisser le système identique à lui-même. Bien maintenant, si nous faisons à notre système une translation du temps suivie d'une translation de l'espace, le résultat serait le même que si nous lui faisons d'abord une translation de l'espace suivie d'une translation du temps. On dit que ces deux symétries commutent. De même, la symétrie translation du temps et rotation spatiale commutent. Mais qu'en est-il d'une translation de l'espace et d'une rotation? Alors, on voit sur cet exemple, sur la partie supérieure, le premier encadré, j'ai un objet sous forme d'un petit bâtonnet qui est aligné sur l'axe des X. On va lui faire subir une rotation par rapport à l'origine de notre référentiel XY. Et ensuite, on va lui faire une translation dans l'espace. Et donc, on obtient un autre objet qui est en vert, notre bâtonnet en vert, qui est dans le cercle en rouge, dans l'encadré 3. Alors, dans cette opération, on a commencé par la rotation, suivie d'une translation de l'espace. Maintenant, on va inverser. Vous voyez que si je fais une translation dans l'espace, donc je vais être dans le deuxième encadré de la deuxième partie, la partie inférieure. Si je fais maintenant une rotation, voilà ce que je vais. Il faut faire attention parce qu'une rotation, il se fait par rapport à l'origine. Et donc les deux positions ne sont pas identiques. Donc ces deux opérations ne commutent pas. Maintenant, nous allons composer toutes les symétries en même temps, c'est-à-dire que notre système va subir toutes les transformations en même temps. Alors, le vecteur espace x, sous l'effet de la rotation, devient Rx. Il n'y a aucun effet pour l'instant de la translation du temps.
sur le vecteur espace. Quant à la translation de l'espace, on va lui ajouter, si vous voulez, la quantité grand X. Et donc, le vecteur espace X, il se transforme comme Rx plus 0t plus grand X. Le 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence du temps pour l'instant. Bien, un instant, petit t, lui, il devient petit t plus grand t. Nous n'avons que l'effet de la translation du temps. Maintenant, je vais essayer d'écrire le vecteur espace-temps. Donc, souvenez-vous de l'astuce que nous avons déjà utilisée à cause de la non-linéarité. Ici, nous avons des translations et donc, nous avons une non-linéarité. Par conséquent, notre espace-temps ou vecteur espace-temps se transforme de cette manière-là. Au vecteur espace-temps, on associe le produit de ce tableau carré d'ordre 3 fois 3 avec le vecteur espace-temps. Ce tableau est appelé une matrice. Regardons bien ce tableau ou matrice qui est une représentation du groupe de nos trois symétries. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous allons consacrer toute une vidéo pour un groupe et la représentation d'un groupe. Au croisement de la première ligne et la deuxième colonne, il y a un 0. À ce croisement, l'espace et le temps se mêlent ou s'entremêlent, c'est-à-dire que le temps agit sur l'espace. Si vous voulez, le temps va contaminer l'espace. Le premier qui a compris qu'il ne doit pas y avoir à ce croisement un 0 est M. Galilée. Donc, en ce point, l'espace est relativisé par le temps et dépend de lui, d'où la relativité de Galilée. Et bien sûr, ces deux grandeurs, espace et temps, comme nous le savons, ils sont liés par la vitesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la relativité de Galilée, ou si vous voulez, qu'est-ce qu'il dit, la relativité de Galilée? Eh bien, tout simplement que dans l'espace, dans un référentiel qui se déplace en mouvement rectiligne, uniforme, à vitesse constante, il n'y a aucun moyen pour le savoir. Un référentiel qui se déplace en mouvement rectiligne, uniforme, à vitesse constante, nous n'avons aucun moyen pour le savoir. Et donc, c'est exactement comme les symétries pour la translation de temps. Nous n'avons aucun moyen pour savoir le temps dans l'espace. Pour la translation de l'espace, il n'y a aucun moyen pour savoir notre endroit. Pour la symétrie rotation, aucun moyen pour savoir notre orientation. Et donc, cette relativité doit être ajoutée au groupe au même titre que les trois premières symétries. Et en tenant compte, bien sûr, en tenant compte de cette relativité, la transformation du vecteur espace X, il donne X plus V t plus grand X, qui est, maintenant il faut ajouter ça à la rotation et à la transition de l'espace. Et donc le vecteur espace X, il devient Rx plus Vt plus grand X.
Et donc, ce qu'il faut mettre à la place du zéro, c'est la vitesse v à laquelle se déplace notre référentiel. Et donc, cette matrice, elle prend cette forme qui est là. Continuons notre raisonnement et regardons bien maintenant cette matrice qui est une représentation du groupe de nos trois symétries auxquelles nous avons adjoint la relativité de Galilée. Cette fois, c'est au croisement de la deuxième ligne et la première colonne qu'il y a un zéro. Einstein est le premier qui a pensé que, puisque le temps influence ou contamine l'espace, il n'y a aucune raison pour que l'espace ne contamine pas le temps. D'où la relativité restreinte de 1905. Et avec la relativité restreinte, cette matrice, il devient sous cette forme avec grand R, qui est une grande matrice de rotation, mais c'est une matrice qui tient compte de rotation de l'espace-temps en même temps. Et donc, si vous voulez, nous avons ici deux groupes. Le fait d'écrire que le vecteur espace se transforme en tenant compte de toutes ces opérations de symétrie de l'espace-temps sous cette forme, la matrice est une représentation du groupe de Galilée. Ce groupe de Galilée que nous pouvons écrire mathématiquement, G Galilée, c'est le groupe des rotations dans l'espace SO3. Le produit semi-direct avec R3, parce que vous avez la vitesse, il y a R et il y a la vitesse. Produit avec R3, parce qu'il y a les déplacements, les transitions de l'espace selon les trois axes, plus R, c'est la translation du temps. Et donc, ça c'est le premier groupe, et le groupe de Galilée qui vient qui se dégage d'une manière tout à fait naturelle, en tenant compte, si vous voulez, de la relativité de Galilée. Maintenant, cette grande matrice qui est là, avec R, comme je l'ai dit, une grande matrice qui tient compte de la rotation de l'espace-temps en même temps, c'est une représentation du groupe de points carrés. Et donc, le groupe de points carrés, alors cette fois-ci, nous avons SO3.1 qui veut dire les rotations de l'espace-temps, produit semi-direct avec R3 qui correspond à la translation du temps, de l'espace, pardon, plus R qui correspond aux translations du temps. Donc là, vous voyez que le groupe de points carrés, dans son écriture au moins, il paraît plus simple que celui de Galilée. Alors, si nous laissons de côté les translations dans le temps et dans l'espace, on va avoir, il nous reste uniquement SO3.1 qui est dû donc à ces rotations de l'espace-temps, uniquement les rotations. Alors là, nous allons avoir le groupe de Lorentz. Donc si on oublie les translations de l'espace et du temps, on obtient le groupe de Lorentz. C'est un groupe, mais pas un sous-groupe, parce qu'effectivement, on peut défaire le temps et la transition de l'espace. Alors, en mécanique classique, en physique, en mécanique classique, on prend le groupe de Galilée. Et en mécanique relativiste, on prend le groupe de
Poincaré. Et bien sûr, ce sont deux groupes qui sont continus et on peut même compter la dimension. Si je prends par exemple le groupe de Galilée, bon, SO3, c'est le groupe de rotation des trois axes, donc nous avons trois dimensions, fois R3, donc la vitesse qui correspond à la vitesse, donc il y a trois axes, dimension 3. Grand R, R3 qui correspond au vecteur grand X, donc les translations de l'espace, donc ce sont trois axes, donc R3 plus R, donc on a une dimension 10. Ce sont des groupes continus. Pour le groupe de Poincaré, on a SO3A, donc c'est les rotations de l'espace-temps. Donc dans chaque direction, il y a toujours avec le temps, donc on a dimension 6, dimension 3, plus 1, donc 4 et 6, 10. Et donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.